Déjà votre journée avec le sourire, une ambiance bon enfant, le bonheur et surtout des infos dans Matin Bonheur. Bonjour et bienvenue. Bonjour ma belle. Bonjour mon beau et bonjour à vous tous à la maison d'Au Réveil. Merci une fois de plus de renouveler notre pacte matinal pour commencer vos journées. Aujourd'hui donc nous sommes mardi et en ligne de mire c'est le droit et on va s'arrimer encore une fois de plus à la route et surtout au civisme sur nos voies avec Maître Paul Arnaud Écoute. Et avec chef Evelyne, nous allons prendre la direction du Nigeria. Aujourd'hui, omelette à la nigériane. Qu'elle va nous proposer aujourd'hui? Bonjour chef. Bonjour. Bonjour chef. Ça va bien? Et calo. Avec le geste. Avec le geste qui va avec. Ça, c'est pas le vrai geste. Le vrai geste, c'est se mettre ventre voilà, à plat sur la terre, sur le sol. Vous allez bien chef? Oui, ça va. Les fêtes se sont bien déroulées? Très bien. On a eu beaucoup de commandes? Ah oui, c'est super alors. Alors aujourd'hui, cette omelette blanche et verte. Ouais. Aujourd'hui, notre omelette nigériane, elle est un peu spéciale. D'accord. Certes, on n'a pas l'habitude de déguster nos omelettes plus simplement possible, mais au Nigeria, ça s'accompagne d'une sauce piquante. Et c'est ce qui fait la spécialité, la spécificité de notre omelette aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et pour pouvoir faire notre sauce piquante, justement, il faudrait bien évidemment du piment bien piquant, de préférence rouge, c'est tout. Avec un peu de sel et ceux qui utilisent les cubes d'assaisonnement, ils peuvent en mettre. Donc c'est que du piment qu'on a? Que du piment. Que du piment. On peut prendre juste un tout petit bout d'oignon qu'on va rissoler dans l'huile pour donner un bon parfum à notre sauce piquante. Voilà. Ensuite, ce qui est très fort. Hein. Oui, mais quand on dit l'omelette nigériane, automatiquement, ça doit être très fort. Très épicé. Oui. Voilà, très épicé, voilà. Et puis, notre omelette, on peut la faire, voilà, plus simplement possible avec nos œufs, bien évidemment, une pincée de sel, un peu de tomate fraîche, un peu d'oignon, un peu d'ail, pourquoi pas. Et pour ceux qui aiment encore plus piquant, notre poivre moulu, et puis ça passe. Très bien. Voilà. Et c'est un petit déj, hein, donc ça se consomme généralement le matin, exclusivement ce repas-là, ou au Nigeria, on peut le consommer encore à d'autres moments de la journée? Bon, généralement, c'est tôt le matin. Généralement, c'est tôt le matin parce que l'omelette, voilà, c'est quelque chose qu'on adore tous dans tous les quatre coins de l'Afrique. Et voilà, du monde? Oui, même du monde, oui, bien évidemment. Mais aujourd'hui, comme c'est spécial africain, voilà, plus ou moins. Et on va rester au Nigeria hein, pour savoir comment se déguster complètement cette omelette. Parce que nous, généralement, ici, on a la baguette classique. Est-ce que là-bas, c'est pas le gros pain sucré, là, qui attend son heure de gloire bientôt? Bien évidemment. Ou bon, comme je le dis toujours, la cuisine, on peut rapporter ce qu'on veut. Okay. Voilà. On peut rapporter non, mais le repas typique il s'accompagne de quoi au Nigeria? L'omelette, c'est seul, c'est simple? Ou le pain sucré, là? Non, non. Généralement, c'est seul. D'accord. Généralement, c'est seul dans les familles plus modestes. Voilà, généralement, c'est seul. On prend juste un petit bout avec la sauce piquante. Voilà. Maintenant, bon, quand on veut faire vraiment du soubassement, comme on peut le dire, voilà, on peut l'accompagner de baguettes classiques ou bien voilà, de pain sucré. Voici un peu. Mais une baguette raisonnable. Ouais. Pourquoi raisonnable? Si ça se consomme avec le gros pain sucré. Allons-y pour le pain sucré.
En tout cas, quelque chose, bon, c'est vrai que le petit déjeuner, c'est le plat le plus important de la journée. Il faut bien commencer avec beaucoup de force et puis voilà. Mais en tout cas, on voit que... Je vous offrirai bientôt un gros pain sucré comme ça. Ah, il le faut. Et on le creuse à la tête, là. Oui. Et puis on y fourre tout. Oui. Tout avec ça, la sauce piquante. Et puis surtout que j'aime ce qui est bien épicé. Donc forcément, on ajoute, on met d'abord... Je vais à côté. Merci, je ne veux pas. En tout cas, merci, chef Evelyne. Et puis, bon, pour toutes les personnes qui sont à la maison, hein, vous regardez sur cette table, vous pouvez accompagner avec ce que vous voulez, mais restez quand même dans cette logique nigériane et puis accompagner cela avec du piment, bien épicé. On a du persil aussi que j'ai vu quelque part. Oui, bon, c'est juste pour la déco, comme on le dit. Voilà. Et justement, parlons d'ingrédients et de décoration. Il y a l'omelette, c'est clair que les ingrédients restent toutefois classiques. Quoique, des fois, hein, on a beaucoup de formes d'omelette. Oui. Et aujourd'hui, on est parti au Nigeria pour cette inspiration. On a même pour des personnes qui n'ont pas forcément ces ingrédients. Pouvez-nous décliner d'autres formes d'omelette à faire ce matin? Juste l'œuf au plat. L'œuf au plat. Ah, l'œuf au plat, c'est une grande intrigue, hein, parce que chacun y va selon son imagination. Tantôt, on fait frétiller un peu les légumes. En fait. Tantôt, c'est sans légumes. Normalement, l'œuf au plat, c'est sans légumes. D'accord. C'est sans légumes. Mais en cuisine, on peut se permettre certaines choses. On peut rajouter des petits trucs qu'on aime bien, tout et tout. Mais l'œuf au plat, c'est sans légumes. Juste, on casse l'œuf, on met dans notre poêle et puis on retire. Et voilà, de retour avec Madame Georgette Kwasi, directeur du civisme et de la citoyenneté, avec qui on prend beaucoup de plaisir à échanger sur le sujet de la citoyenneté depuis maintenant le début de cette saison. Bonjour Madame, bienvenue. Bonjour Alix. Bonne année, meilleurs vœux. Excellente année en tout cas à toute l'équipe. Oui. Merci. Une année pleine de couleurs comme cette belle veste que vous avez. Merci. Vous arborez les couleurs pour insuffler les bonnes attitudes à nos téléspectateurs et aux populations. On parle aujourd'hui de citoyenneté et du respect de code de la route. On l'avait entamé depuis la semaine dernière. On va le terminer aujourd'hui et vraiment préconiser les bons gestes, les best practices et sur plusieurs points. Nous en étions au marché. On va rester donc au marché. La semaine dernière, comme vous l'avez si bien dit, nous avons fait en fait le constat du comportement de nos concitoyens sur nos voies. En tant qu'usagers, en tant que conducteurs, en tant que simplement piétons, et surtout le comportement de nos commerçants sur notre trottoir. Parce que maintenant, le trottoir est devenu en fait le lieu par excellence du commerce. Tant dans nos grandes artères, sur l'autoroute, très souvent même, ils viennent vous proposer quelque chose, et même sur, qu'on appelle ça, dans nos communes. Oui. Pratiquement, très souvent même, ils prennent les voies même sont obstruées carrément. On ne peut plus passer, voilà. Et donc, on appelait en fait la population à pouvoir véritablement assainir nos voies. Ce sont des voies de circulation, ce ne sont pas en fait des espaces de vente. Je pense que chaque commune a un lieu pour faire du commerce. Et donc, on sensibilisait à cela parce que malheureusement, on déverse en fait nos déchets. Après le commerce, on laisse traîner les sachets, poubelles et tout ça. Et pour certains restaurateurs, même l'eau usagée est déversée sur le trottoir. Et puis après, on se plaint que en fait, la chaussée est dégradée. Voilà, il y a des trous par-ci, par-là. Voilà. Alors, c'est pratiquement partout dans tout Abidjan, que nous soyons à Djamé, que nous soyons à Bobo, partout. Mais qu'est-ce qui motive bien ce non-respect, je vais dire, entre griffes, permettez-moi le mot, ce je m'en foutisme que nous avons un peu dans nos communes? Bon, je pense que c'est au niveau de nos différentes mairies. Il doit y avoir quand même beaucoup de rigueur. Je pense, on donne l'exemple par exemple du maire de Koumassi qui a quand même essayé d'assainir, qui continue en fait d'assainir sa commune. À Djamé, je parlais d'Adjamé, mais malheureusement je suis retournée tout récemment.
Il y a une récidive. Il y a une récidive dans le en fait, mauvais des sens. commerçants. Sinon, le maire avait pris des mesures. On était vraiment heureux de voir sur le boulevard Nangui-Abrogua, c'est-à-dire d'un espace A à un espace B, on pouvait au moins voir un véhicule circuler. Mais pendant cette période de fête, non, on ne peut Et qu'est-ce même qui pas, explique, voilà. vous qui êtes parti sur le terrain, cette récalcitrance des populations à revenir à chaque fois, malgré qu'elles soient sensibilisées à quitter ces lieux-là? Je pense qu'il faut informer en fait les populations du fait que utiliser la voie, d'abord, on prend des risques. On peut être sujet d'un accident. Mais aussi, il faut sensibiliser surtout les populations pour leur dire qu'on doit assainir nos voies. On doit assainir en fait, notre vie à travers ces petits lacs-là. Madame Diatta, vous ne pensez pas que depuis bien de nombreuses années, la sensibilisation a été axée dans ce sens-là? Le bien fondé n'est plus à prouver. Il faut bien informer. Non, pour moi, il faut continuer à informer et sensibiliser les populations. Il faut sanctionner aussi. Bien sûr qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner. La preuve, au niveau de la mairie de Koumassi, il y a des amendes qu'on paye à chaque fois, très bien, vous verrez que ça va changer. Ça, il faut le faire. En fait, j'encourage en tout cas ces maires-là à pouvoir le faire. Mais aussi, il faut véritablement que la population sache que pour notre bien-être, on se doit de pouvoir respecter certaines règles, de pouvoir en fait se conformer à certaines normes. On quitte ici, on va en vacances dans les autres pays. Mais pourquoi est-ce qu'on ne reste pas chez nous pour pouvoir admirer la belle Côte d'Ivoire que nous avons? Chacun de nous doit pouvoir poser ces actes-là. Se dire, le sachet poubelle, je dois pouvoir bien le garder. Le lotus que j'ai dans la poche, je ne dois pas le balancer dans la rue parce que bon, j'en ai fini. Très souvent, même vous voyez des personnes dans de grosses cylindrées, elles finissent de boire même, serait-ce qu'une canette. En plus, hein, une canette, et puis elles balancent dans de grosses cylindrées. En fait, il faut que chacun de nous sache que... On doit refaire l'éducation, voilà. finalement. Bon, pas refaire l'éducation des non, mais à cette allure-là, finalement, on se dit que, bon, on aime être astiqué, bien mis et tout ça, mais ça oui, va. Malheureusement, ça ne va pas. On les voit très bien habillés et quand elles finissent, elles balancent. Donc, moi, je suis là et puis je regarde comme ça, je dis, ah non, il faut que chacun de nous essaie de véritablement garder, conserver ses déchets et les mettre aux endroits appropriés. Bien sûr, ce n'est peut-être pas fortuit lorsqu'on parle d'Ivoiriens nouveaux. Enfin, alors, moi, je veux juste vous demander, qui n'est pas peut-être palpable, mais à qui profite cet esprit citoyen que nous devons avoir et tout? Cet esprit citoyen-là profite à tous les Ivoiriens. En fait, avoir sa commune belle, propre, saine, je pense que chacun de nous gagne en cela, la santé, le bien-être. On peut même se promener, prendre du plaisir en fait, à pouvoir circuler sur nos voies. Et pour nous, c'est important. Donc, cela profite à chaque Ivoirien. Et donc, chaque Ivoirien doit comprendre qu'il doit poser des actes pour pouvoir assainir en fait, la chaussée, le trottoir. Et puis surtout nos piétons aussi. En fait, il faut qu'on en parle. Qui, malheureusement, quand ils traversent la voie, ils se disent « on me voit ». C'est vrai, en fait, je leur dis régulièrement que le véhicule, c'est une machine qui peut souvent dégénérer, être défaillante. Donc, en fait, il faut que chacun se dise beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence, en tout cas, à nos piétons, beaucoup de prudence aussi à nos... Et on va y rester sur les piétons, hein, parce que c'est vrai que là, vous venez de donner l'exemple imaginaire du piéton qui se dit que, ouais, naturellement, l'usager ou le chauffeur au volant me voit. Mais quel est le comportement que vous voulez ici qu'on puisse inculquer, au-delà de la prise de conscience? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est sur nos voies par rapport aux panneaux de signalisation, au respect de... Le piéton se doit d'abord de respecter le feu. Il sait qu'au feu rouge, il se doit de traverser la voie. Même à l'orange, il faut qu'il s'arrête. Parce qu'à l'orange, il y a certains véhicules qui sont très pressés, qui veulent passer. Il sait qu'au vert, c'est la circulation des véhicules. Il se doit. Il y a aussi la bande passante, la bande blanche. Donc, en principe, on ne doit pas se faufiler entre les véhicules parce que très souvent, il y a des motos voilà, qui arrivent. Voilà. Il y a certains engins, en fait. Voilà. Donc, il faut passer véritablement sur cette bande blanche-là. Donc, nous sensibilisons en fait, nos populations à pouvoir respecter les feux de signalisation ou bien l'autorité de régulation de la chaussée qui est là, qui permet en fait, aux piétons souvent de leur dire de passer. Voilà. On va rester sur les routes. Est-ce qu'à Abidjan, notamment, n'y a-t-il pas une défaillance au niveau des codes de la route, ce qui entraînerait, hein, on va dire ce qui entraînerait ce non-respect-là?
Concernant en fait ces défaillances, d'abord il faut informer qu'il y a une commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire qui existe au sein du ministère du Transport. Et donc en fait, je pense qu'il y a plus de 800 permis qui ont été retirés comme ça. Oui. Il faut dire que dans nos auto-écoles, malheureusement d'abord même, ce n'est pas tous les automobilistes qui détiennent un permis de conduire, malheureusement. Parce que très souvent, les jeunes s'essaient sur les véhicules voilà, sans permis de conduire, parce qu'ils ont vu conduire, ils ont vu comment on démarre une voiture, ils prennent la voiture, ils sont partis. D'abord, il faut signaler cela. Mais aussi, c'est un appel à nos différentes écoles, dénommée auto-école, en fait, de pouvoir véritablement apprendre le b.a.-ba. Et puis surtout, dénoncer aussi souvent la corruption, parce que très souvent, malheureusement, en plus des ressources que vous payez pour pouvoir obtenir votre permis, on vous demande non, je pense qu'il faut donner 5 000, 10 000 francs. Je le dis ouvertement, hein, 5 000, 10 000 francs pour l'examinateur pour pouvoir passer son code. Non, si quelqu'un a échoué, la personne a échoué, parce que malheureusement, il y a beaucoup qui n'apprennent pas les panneaux. Il faut être apte. Il faut être apte véritablement, connaître son code de la route avant, pour pouvoir obtenir ce code-là. Parce qu'au moins, ça nous évite beaucoup d'accidents. Mais à ce niveau-là, vous qui êtes un peu, je ne dirais pas le juge, mais en tout cas, pas du tout, oui, mais vous essayez de réguler afin qu'on n'ait pas des catastrophes dues à une défaillance en amont de la formation. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que vous allez faire des visites au sein des auto-écoles pour insister sur vraiment la rigueur à appliquer quant à la formation à distiller? Parce qu'après, ce sont ces élèves-là qui sortent sur le terrain et qui agissent malheureusement dans le mauvais sens. Je pense que le gouvernement, à travers le ministère du Transport, le fait régulièrement. Nous, en tant que secrétariat d'État en charge du service civique, nous sensibilisons ces différentes structures-là à pouvoir véritablement rester dans cette rigueur-là, parce qu'il y tient de la vie de chaque Ivoirien. Et aussi, c'est aussi une opportunité pour pouvoir demander à ces différentes auto-écoles-là d'inculquer la notion de civisme même dans leur curriculum de formation, pour qu'en fait, on puisse respecter la vie humaine, respecter la chaussée, respecter en fait les voies. Pour nous, c'est important qu'on puisse inculquer en fait la notion de civisme routier au sein de nos différentes auto-écoles. Vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1 et depuis quelques minutes maintenant, on est avec vous, bien sûr, pour parcourir tous ces sujets très importants pour vous, pour nous aussi. Merci de nous rejoindre, à toutes les personnes qui sont avec nous maintenant à cet instant. Et nous allons recevoir notre invité, Maître Paul Arnaud Ekou. Il est expert en droit et avec lui, on parle d'un civisme routier, d'extensions qui sont prévues. On en parlera, on va plancher sur cela. Ce sera dans quelques secondes, n'est-ce pas, Alix? Tout à fait. Avec M. Paul Arnaud Ekou, c'est la case droit qui a été illustrée avec notre réalisateur Jacques Brou. Alors, on parle d'un civisme routier. Quelles sont les sanctions prévues? Un peu dans le prolongement de l'échange qu'on vient de voir. Mais cette fois-ci, c'est le droit maintenant qui va s'intéresser à la question. Et tout de suite, d'entrée de jeu, savoir quels sont les droits civiques des usagers sur la route. Bonjour, Monsieur Ekou. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue. C'est un véritable plaisir de parler d'un civisme routier parce que pour moi qui fais la promotion de la sécurité routière, je suppose que la route donne l'occasion d'illustrer un très joli mot de notre devise, la discipline. Et c'est à travers la route qu'on apprécie la discipline d'un peuple. Et c'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens sont indisciplinés et beaucoup d'automobilistes sont indisciplinés également. L'incivisme va naître de la sanction de certains comportements, je vais dire, tellement absurdes par rapport aux besoins d'utiliser la voie publique. Donc, la loi va prévoir différents tests, tant dans le droit routier, dans le code de la route, que dans d'autres instruments juridiques pour sanctionner. Mais bien évidemment, qui parle de civisme, on va parler aussi des droits que l'usager doit avoir. Bien sûr. Les droits en matière d'utilisation de la voie publique vont varier selon qu'on est piéton, automobiliste ou même riverain. C'est-à-dire qu'on a sa construction en bordure de voie. Les droits vont être garantis soit par la Constitution ivoirienne elle-même, qui est la première source des droits civiques. Et pour la voie publique, le premier droit qui fonde la conduite automobile, c'est la liberté de circuler. On part du principe que chaque individu est libre d'aller où il veut
Et ces principes-là, il est consacré par notre constitution ivoirienne. Il est réaffirmé par beaucoup de conventions internationales sur les droits de l'homme ratifiées par la Côte d'Ivoire. Et il est aussi renforcé même par des dispositions du Code de la route que beaucoup de juridictions essaient de défendre. Donc c'est le premier droit sur la voie publique, c'est le premier droit civique sur la voie publique. On va aussi parler de la propriété, le droit à la propriété. Votre véhicule vous appartient, il doit être protégé en tant que propriété et avec son corollaire de tout ce qui va être lié à la propriété, le droit à la vie privée dans votre voiture. Donc le droit aussi à un environnement sain par rapport à l'espace que vous utilisez. On verra aussi beaucoup d'autres éléments comme le droit à la vie, ce qui va fonder toute la batterie de législation en matière d'accidents de la route. Et puis, bien évidemment, il y a une pléthore de tests qu'on va citer au fur et à mesure des besoins. Alors, M. Paul Anorekou, il est important d'élargir l'environnement sociétal pour pouvoir mieux comprendre tout ce que vous nous dites. Exactement. Il faut comprendre que le code de la route ne se limite pas au rapport qu'on a avec sa voiture, mais plutôt au rapport qu'on a avec la voie publique. Et quand il dit voie publique, pas des collectivités. Le civisme s'apprécie comme la conscience qu'on a de ses droits et devoirs vis-à-vis de la communauté et de la collectivité. Donc, pour mieux comprendre le civisme routier ou l'incivisme routier, il faut comprendre le rapport que l'individu a avec sa collectivité. Et la voie publique est le lieu de l'expression de ce civisme-là. Les phrases du genre « la route n'est pas pour ton papa », là, c'est des phrases qu'il faut éviter. Parce que c'est à partir de ce moment que commence l'incivisme routier. Oui. Bien évidemment, il faut cultiver ces éléments-là. Et cet incivisme-là commence, enfin, je vais dire ce civisme, commence par la formation même à l'auto-école, puisque la directive de l'UOMOA va être claire là-dessus. La directive numéro 15 va imposer qu'on puisse enseigner le civisme, déjà au moniteur lui-même, et ensuite aux candidats à l'apprentissage de la conduite automobile. Donc c'est une obligation légale de former les automobilistes, les usagers de la route en matière de civisme routier. Et bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas la chance, comme je le dis toujours, d'aller dans des auto-écoles, d'autres obligations de formation au civisme routier vont être prévues par les mêmes tests. La Convention internationale sur la circulation routière impose même qu'on puisse intégrer des cours de civisme routier dans les manuels scolaires classiques. Tout à fait. Alors, pour encore rester sur les droits civiques des usagers, là, on s'est vraiment penché sur l'auto et l'automobiliste. On a d'autres entités comme les piétons, les riverains. À ceux-là, quels droits sont dévolus ? On ne va pas distinguer l'automobiliste des piétons particulièrement parce que je me mets dans la logique de l'utilisateur de la voie publique. Donc, c'est pratiquement les mêmes droits. Cela englobe tout. Voilà, sauf que l'application va dépendre de l'intérêt ou des besoins à faire valoir. Le droit de la propriété va être différent selon que c'est le riverain qui ne voudra pas qu'on gare la voiture devant sa porte. Et d'ailleurs, le code de la route interdit de garer une voiture devant une porte cochère, c'est-à-dire l'entrée principale d'une résidence. Et donc, bien évidemment, moi, je vais faire valoir mon droit de propriété parce que je suis en bordure de voie. On ne me dira pas, mais tu as construit, tu es à l'entrée de la voie. Et ça me permettra, ce droit de la propriété va permettre de sanctionner certaines pratiques du genre des riverains qui viennent mettre des barrières pour empêcher la circulation dans la cité à un moment donné. Ils vont se prévaloir de leur droit à la propriété ou à la tranquillité, à l'environnement sain qu'ils ont. Donc, en fonction, les droits civiques sont pareils, c'est universel. Et en fonction du besoin du justiciable, on va essayer de voir comment on le décline. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on va aller avec la présentation de ce que vous allez nous proposer, les différentes lois et tout. Vous venez de donner un exemple qui est très simple, un exemple terre à terre. Devant chez moi, quelqu'un vient garer sa voiture et tout. Qu'est-ce que moi, en tant que Thierry Angeval, je dois faire, là, à l'instant? L'interdiction de garer devant une porte cochère est sanctionnée, déjà par l'officier de police normalement, mais ça peut aller plus loin. J'ai le droit, si je ne trouve pas l'automobiliste, d'appeler la fourrière pour que la voiture soit mise en fourrière. J'ai ce droit-là. Mais l'idéal serait de commencer par dire, dès qu'il gare, de lui faire rappeler, parce que beaucoup d'automobilistes ne connaissent même pas la notion de porte cochère, qui s'enseigne pourtant à l'auto-école, de lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de garer là, de façon très courtoise, et surtout l'amener à déplacer ou à bien se ranger. L'automobiliste doit aussi savoir que tout ce qui est stationnement gênant ou dangereux pour les autres usagers, pour les riverains, il doit faire l'effort de ne pas causer beaucoup de dommages et de désagréments aux automobilistes. En ce moment-là, rien qu'une simple discussion peut régler la situation. Mais quand ça va au-delà, il y a tout ce qui va arriver, comme j'ai dit tout à l'heure, la mise en fourrière, mais tout ce qui va arriver comme possibilité de demander à la personne de réparer les dommages que vous aurez subis.
Vous avez parlé de la vie privée dans le véhicule. Comment il se décline pour un automobiliste de faire valoir son droit à sa vie privée dans son véhicule? Dans le respect des règles du code de la route et des transports routiers qui vont sanctionner tout ce qui va être surcharge, qui vont sanctionner tout ce qui va être modification abusive de la voiture, je dois mettre ce que je veux dans ma voiture. Je dois mettre mes bagages dans ma voiture, je dois dormir dans ma voiture. C'est ma vie privée, ce n'est pas parce que je dois dans ma voiture que tu vas venir mettre la main sous les vitres pour observer ce que je fais dedans. Donc la voiture constitue aussi le prolongement d'une vie privée. À l'époque, dans les débats même, la voiture constituait le prolongement du domicile. On avait estimé que parce que dans les droits civiques, on protège de façon très rigoureuse le domicile de la personne. Notre Constitution dit que le domicile est inviolable. Même l'autorité de police n'entre pas sans avoir été autorisée préalablement. C'est pareil pour le véhicule. L'autorité de police va vous demander de descendre de votre véhicule, mais elle ne va pas rentrer dans votre véhicule. Vous voyez un peu la nuance? C'est un peu comme ça qu'on va essayer de faire valoir ses droits civiques. Il vous demandera de descendre, de bien ranger votre voiture. Et même quand il va l'emporter, il va vous demander la permission de l'emporter. C'est pourquoi dans tout ce qui va être mesure de mise en fourrière, par exemple, dans le code de la route, on décide que la fourrière n'a pas encore commencé. Lorsque l'automobiliste, le conducteur est présent, on arrête la fourrière. Il reprend sa voiture, il paie son amende et puis il continue. Tout ça pour dire que je dois la propriété à la vie privée de ma voiture. Donc, tant que je peux faire valoir ce droit sans porter atteinte, sans porter préjudice aux autres, je le fais valoir. Alors, c'est vrai que vous avez dit qu'on est très à cheval sur les exemples et tout, parce que... Oui, ça permet d'étayer. Voilà, et c'est notre quotidien et tout. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai le droit de faire tout ce que je veux dans ma voiture. Est-ce que j'ai même le droit... de faire tout. De faire tout. Est-ce que j'ai le droit, si je suis avec une jeune demoiselle... Thierry est extrapolé parce qu'on est en période de fête, on imagine ce qu'on peut faire dans la voiture. Voilà. C'est pas forcément les périodes de fête. Les exemples parmi tant d'autres. Oui, on a pu voir ici des choses avec, Dieu merci, peut-être des caméras de surveillance placées à des endroits bien précis. Ils nous ont montré des choses. Ils nous ont montré des choses pas très catholiques. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux dans la mesure où c'est licite et c'est légal. Voilà, c'est licite ou c'est légal. Si c'est illégal. Qu'est-ce qui est illicite dans la voiture. Dans le fait de... Il ne faut pas voir la voiture comme le simple ça rentre bien sûr instrument dans le de la route. L'attentat exactement, c'est là que j'allais arriver. Il faut retrouver d'autres éléments qui sont interdits. Enfin, je suppose que c'est à ça qu'on pensait, à l'attentat à la pudeur. Oui, on voulait vous emmener sur ce chemin pour pouvoir mieux expliquer à notre... Moi, je suis assez pudique, donc je n'ai pas encore vu beaucoup de cas comme ça. Merci de jeter l'opprobre sur nous. Mais je suppose, je le dis, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la réglementation interdit les vitres teintées. C'est vrai que c'est votre bien personnel, c'est votre propriété privée. Il y a des exceptions. Mais vous êtes sur la voie publique. Et donc, vous devez permettre des garanties ou de ne pas incommoder les autres usagers. Pas civisme simple. Malgré les 900 kilos d'amour que vous avez pour la personne, pas civisme, pas pudeur, prenez soin de... Je le dis, le civisme, je n'ai pas le droit et devoir. Tant que vous avez des droits à la vie privée, dites-vous aussi qu'en face de vous, il a droit à la vie privée, il a droit au respect, il a droit à l'atteinte, ce qu'on ne porte pas atteinte à sa pudeur. Et d'IA, bien évidemment, c'est sanctionné par des infractions pénales. Donc, quelqu'un qui se trouverait aux prises ou face à une telle constatation peut vraiment dénoncer... L'attentat à pudeur, même, c'est un délit. Donc, si vous considérez qu'il y a une flagrance, vous pouvez même... Est-ce qu'il faut pas faire dénoncer, des photos, même mettre fin. Faites des photos... Parce que là, ça rentre dans la violation aussi de... Faites des photos, c'est un peu plus compliqué que ça que je le dise. Parce que généralement, on a tendance à croire que... Quand ça tombe sur les réseaux, c'est bien parce que quelqu'un a filmé. Exactement, mais là, vous portez atteinte à la vie privée. Attention. Quelqu'un dira ça fait zèle. Chez nous, dans les droits civiques, il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été condamné par la justice, par une décision définitive. Donc, quand vous faites une photo que vous mettez sur les réseaux sociaux, vous le condamnez avant même la justice n'ait pas le pouvoir. Mais en plus, vous portez atteinte à sa vie privée. Vous aurez remarqué que des fois, à la télé, vous voyez souvent, même quand il y a des infractions, on essaie de flouter même le visage du suspect. Parce qu'il faut vraiment protéger sa vie privée jusqu'à ce qu'on ait une sanction qui mérite d'être publiée. Donc, il faut éviter de commettre des abus en voulant revendiquer ses droits civiques ou en voulant faire ses droits civiques. Mais bien évidemment, il est interdit, je le répète, il est interdit de s'adonner à des actes impudiques sur la voie publique. Voilà. On peut dénoncer, mais vraiment... On peut dénoncer, on peut même demander qu'il arrête, mais dans le respect, bien évidemment. Mais il y a des seuils aussi, hein, en même temps, parce qu'il ne faut pas être parano à tout va. Exactement. Un charmant monsieur qui dépose sa belle, lui fait un bisou, bon...
faut pas s'offusquer de cela. Exactement, je suis d'accord avec vous. Voilà, faut se détendre aussi. Alors, autre point très important que vous avez évoqué, à savoir l'environnement sain. Un environnement routier sain, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il prévaut comme droit? Le droit à l'environnement sain fait partie des droits civiques qui sont les premiers éléments à mettre en avant. Puisqu'on parle de circulation sur la voie publique, et la voie publique n'a de valeur que lorsqu'elle est propre, elle est agréable à vivre. Donc le droit à l'environnement sain va se poser un peu comme, enfin un droit, parce que j'ai le droit de me retrouver dans un espace propre, mais comme un devoir même citoyen, de faire en sorte que cette voie publique soit toujours propre. Je parle de ce principe parce que, quel que soit le niveau de développement de l'État, il sera impossible de mettre un policier à chaque endroit pour garantir le droit à l'environnement propre. Et donc, dans les textes, le fameux proverbe africain qui dit « tu balaies devant ta cour », lorsque ta cour tourne sur la route, tu balaies sur la route aussi également. C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre le droit à l'environnement. Et c'est une obligation légale, c'est une obligation qui est prévue par le texte. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte de ne pas dégrader l'environnement, mais parfois même contribuer à améliorer la salubrité de l'environnement. C'est un peu ce qui va découvrir. Et dans ce prolongement-là, ma réflexion veut se pousser sur même les infrastructures en tant que telles. Oui. Par exemple, l'environnement sain aussi, ça passe par de bonnes voies bitumées, profilées, parce que si un accident survenait, on pourrait quand même interpeller l'autorité de l'État. Il y a la jurisprudence en la matière. Il y a beaucoup de jurisprudence en la matière. Il y a beaucoup de communes dont la responsabilité est mise en jeu, lorsqu'il est attesté que l'infrastructure routière a contribué à causer l'accident ou à l'aggraver. Parce qu'il est de l'obligation de l'État de s'assurer que les infrastructures routières soient conformes à la loi, à ce qui est mis en place. Et dans tout ce qui est promotion de valeurs civiques en matière de circulation routière, on a mis en place une sorte d'universalité, c'est-à-dire que les dimensions de la route doivent être parfaites. C'est-à-dire que je conduis en France, quand j'arrive à Abidjan pour conduire, je dois pouvoir retrouver les mêmes repères juridiques qui me permettent de conduire. Donc quand l'État ou les autorités mettent en place des infrastructures routières, ils doivent penser au fait que toute personne va pouvoir emprunter ces voies publiques-là en toute connaissance des causes, mais en étant totalement rassuré. Et bien évidemment, les bandes blanches, les appositions des panneaux, et tout ce qui va même contribuer à l'entretien de la route. Je reviens sur le mot l'entretien, parce qu'il ne suffit pas de poser le panneau, il faut vraiment mettre en place un système pour vérifier que le panneau est toujours là et que le panneau est toujours propre. Parce qu'un panneau dégradé va dénaturer le panneau, il va peut-être être sujet à plusieurs interprétations. Oui. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Ekou. En tout cas, plusieurs choses à apprendre sur le sujet de l'incivisme routier et les sanctions qu'il s'arrime vraiment à ces méandres-là de notre société. Il faut savoir que c'est vrai que c'est complexe, mais en même temps, l'adage s'y adjoint, nul n'est censé ignorer la loi. Merci de nous avoir suivis. Oui. On se verra demain.